Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Georges, merci d'être de retour encore une fois cette semaine, d'avoir bravé la tempête, d'être ici physiquement dans les studios de Théovox Actualité pour nous parler des répercussions de la politique américaine de Donald Trump en matière de vie, de famille et d'éducation sur les États-Unis, le Canada, puis même les répercussions que ça pourrait avoir à l'échelle mondiale. Puis Dieu sait qu'il y en a des répercussions à l'échelle mondiale. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais réitérer les politiques adoptées de Donald Trump en matière de vie, de famille et d'éducation depuis son investiture le 20 janvier dernier. On regarde un résumé. Le 20 janvier 2025, le gouvernement fédéral ou le gouvernement de Donald Trump reconnaissait uniquement deux sexes, masculin et féminin, basés sur le sexe assigné à la naissance. Non, à la conception même. À la conception. Ben, tu vois, merci de me corriger. Le 27 janvier 2025, un décret a été signé interdisant aux personnes transgenres de servir dans l'armée américaine, affirmant que l'identité transgenre est incompatible avec les standards rigoureux nécessaires au service militaire. Le 28 janvier 2025, un décret intitulé « Protéger les enfants contre les mutilations chimiques et chirurgicales » a été signé, interdisant le financement fédéral pour des soins d'affirmation de genre chez les personnes de moins de 19 ans. En 29 janvier 2025, le président Trump a signé un décret visant à mettre fin à ce qu'il appelle l'endoctrinement radical dans les écoles primaires et secondaires. Ce décret ordonne de couper le financement ou les financements fédéraux aux institutions qui enseignent la théorie critique de la race ou de l'idéologie du genre. Le 5 février 2025, qui était hier, si je ne m'abuse, l'administration Trump a annoncé son intention de prendre des mesures pour interdire aux femmes et filles transgenres de participer aux compétitions sportives féminines dans les écoles et universités. Promotion du modèle familial traditionnel. L'administration de Trump, évidemment, a mis en avant un programme ultra-conservateur connu sous le nom de Projet 2025, qui promeut un modèle familial basé sur le mariage entre un homme et une femme. Un décret a été signé pour mettre fin aussi au programme de diversité et d'inclusion au sein du gouvernement fédéral, affirmant que ces initiatives favorisent une idéologie du genre contraire aux valeurs traditionnelles. Oui. Et ça, j'ai toutes les sources qui viennent avec ça. Si vous les voulez, je pourrais vous les donner à la maison. Puis il y a eu la politique pro-vie. La réactivation de la Mexico City Policy, qui est maintenant devenue aujourd'hui connue sous le Protecting Life and Global Health Assistance. Le 24 février 2025, 24 janvier 2025, là on ne peut pas être le 24 février encore. Le temps passe vite. Le temps passe vite, mais pas à ce point. Le 24 janvier 2025, le président Trump a signé un décret rétablissant cette politique interdisant le financement fédéral américain aux organisations internationales qui fournissent ou promeuvent des services d'avortement. Oui. Il y a eu aussi l'application stricte de l'amendement Hyde, qui est le même jour, un décret a été signé pour renforcer l'application de l'amendement Hyde qui interdit l'utilisation de fonds fédéraux pour financer des avortements, sauf en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la mère. Ouais. Je veux juste mettre au courant les gens de ce qui suit. La réactivation du Mexico City Policy, qui est maintenant devenue la Protecting Life and Global Health Assistance, oui. Qui a été signée par le 24 janvier par le président Donald Trump, interdisant le financement aux Américains aux organisations internationales qui fournissent ou promeuvent des services d'avortement. Historiquement, cette politique a affecté 600 millions de dollars d'aide internationale. Ce qui est intéressant, c'est sous son administration, cette politique a été largement élargie, ayant le nouveau nom Protecting Life and Global Health Assistance, et elle a permis à toutes les organisations de santé mondiale d'arrêter de recevoir des fonds en provenance des États-Unis. Et ça totalise un montant de 8,8 milliards de dollars de financement de l'aide à l'étranger que les États-Unis ont ramené ou rapatrié sous la présidence de Donald Trump, la première présidence de 2016 à 2020. Exactement. Évidemment, Joe Biden, lorsqu'il est venu au pouvoir en 2020, lui a enlevé tout ça puis a remis disponible toutes ces sommes d'argent-là. Ouais.
L'application de l'amendement Hyde le même jour, un décret a été signé, bien ça je l'ai dit, mais sur la base des données historiques des politiques similaires mises en place lors du premier mandat de Trump, on peut estimer que les organisations pro-choix aux États-Unis perdront pour les prochains 4 ans l'équivalent de 2,24 milliards de dollars. C'est énormément d'argent que juste en matière de vie ou de santé, le président Donald Trump a rapatrié ou ramené aux États-Unis. Ce qui m'emmène à te poser la question, l'administration Trump a engagé une restructuration historique en démantelant notamment l'USAID et le NED. Première question, c'est quoi? Parce que ça, c'est les répercussions à l'échelle mondiale. On a parlé de 8,8 milliards de dollars qui a été ramené par le gouvernement Trump aux États-Unis. On parle de 2,4 milliards dans ce mandat-là qui sont ramenés également, encore une fois, aux États-Unis. Ça affecte des organisations à l'international comme l'USAID et le NED, qui, on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais ça les a affectés vraiment de façon assez significative. Mais c'est quoi ces deux associations-là pour commencer? Et après, en quoi cette décision est-elle une victoire pour le mouvement pro-vie et pro-famille dans le monde entier? Alors, le USAID, c'est the U.S. Agency for International Development. Puis le NED, c'est the National Endowment for Democracy. Elon Musk a utilisé une très belle expression pour USAID. Il ne dit pas « le verre est dans la pomme », il dit « c'est une boule de verre ». En d'autres mots, c'est une agence qui est censée être une agence qui vient en aide aux pauvres et aux démunis de la planète en envoyant des poches de farine et autres durant des désastres naturels ou autres. Mais c'est devenu une agence de renversement de gouvernements conservateurs par le biais de financement conditionnel. C'est-à-dire, un peu comme vous parliez de la gouverneure générale qui n'allait pas aller contre le gouvernement qui l'a nommé et qui paye son salaire, mais de la même manière, on dit aux pays du tiers-monde, on vous envoie de l'aide, mais là, vous allez changer vos politiques sur X, Y, Z. Sinon, on retire cette aide, puis vous allez être dans le trouble, puis là, vous allez perdre la prochaine élection. Alors, comme cela, avec cet argent, soit l'argent qu'ils donnent ou les denrées qu'ils fournissent, sous condition de coopération sur d'autres enjeux politiques, ils réussissent à tirer des ficelles politiques contre des pays du tiers-monde, des pays conservateurs qui, normalement, ne voudraient pas l'avortement, ne voudraient pas promouvoir l'idéologie LGBT, ne voudraient pas le DEI, diversité, égalité, inclusion, ni le transgenrisme. Ouais. Mais on leur dit, regardez, vous avez un besoin. Si vous ne faites pas ces changements de politique, nous allons retirer cette aide et vous allez être dans le trouble auprès de votre peuple. Puis on va juste attendre qu'un autre gouvernement vienne, puis avec eux, on pourra faire nos affaires parce qu'ils vont nous obéir. Puis National Endowment for Democracy, c'était par un autre moyen qu'ils réussissaient à renverser des gouvernements non conformes à l'idéologie libérale LGBT mondialiste. Alors, ils financent des médias, ils financent des pièces de théâtre, des événements culturels et tout. Donc, ils créent un genre d'écologie ou d'écosystème gauchiste dans le pays qu'ils veulent transformer pour réunir les conditions, donc faire mûrir le fruit pour la révolution dans ce pays-là. Donc, disons que la Géorgie ne fait pas ce que le gouvernement, l'État profond veut. Ils vont dire, bien, il faut changer ce gouvernement-là qui ne veut pas le LGBT, qui ne veut pas promouvoir l'avortement. Donc, on fait la promotion de cette dissidente LGBT dans le pays. On lui donne une pièce de théâtre. On crée une série télévisée qui parle d'une personne LGBT qui gravit les échelons puis qui devient une vedette. Donc, on propagandise dans le pays. On finance plusieurs ONG dans le pays qui servent de caisse de résonance entre elles
Donc, un journal qui va parler de cette comédienne et il va avoir une émission télévisée qui va en parler, puis ensuite, quelqu'un va décerner un prix. Une université qui va être financée par, encore, le National Endowment for Democracy, qui va créer une chaire de recherche en LGBT, qui va l'inviter à un souper bénéfice. Bref, ça crée du buzz, ça crée de l'excitation. Puis alors, finalement, les gens vont dire, « Ouais, pourquoi on ne l'élit pas comme présidente, cette personne-là? » Et là, tout à coup, spontanément, les gens votent pour elle, elle devient la nouvelle présidente, mais c'est avec les milliards. Alors, le budget annuel du USAID et NED réunis, c'est 40 milliards par année. Oui, c'est pas 500 millions, c'est 40 milliards par année. 40 000 millions. Donc, ça fait, si on compte les ONG, un ONG respectable, un organisme à but non lucratif respectable, c'est 1 million par année, disons, de budget. Alors, c'est 40 000 de ces organismes-là qui peuvent être financés, des organismes gauchistes. On en met 33 dans un pays, on en met 24 dans un autre, et on joue aux échecs. On dit, regarde, ce gouvernement en Roumanie pose problème. On va mettre 40 ONG gauchistes qui vont publier des journaux, qui vont créer des spectacles culturels, qui vont faire des happenings, qui vont organiser des manifestations spontanées, qui vont mousser la révolte pour que ce gouvernement finisse par tomber. Oui, ce qui nuit au mouvement pro-famille, pro-vie, parce que ces gens-là de l'État profond sont en faveur de toute l'agenda woke que nous combattons. Donc, ces gouvernements qui veulent tenir bon avec des valeurs chrétiennes, ils font face à ces organismes qui viennent de l'extérieur, ou s'ils sont natifs, ils sont financés de l'extérieur. Et en plus, il y a l'argent privé qui se rajoute à cela. Ouais. Donc, ça fait un adversaire formidable je dirais, aux conservateurs du milieu. Formidable dans le sens négatif et non pas dans le sens positif. Oui, de gros adversaires. Ouais. Si je comprends bien, cette victoire-là alors, Trump a dit, c'est fini. C'est fini. La récréation est finie. Ce genre de folie LGBT woke à 40 milliards par année, ou aussi, en plus de surcroît, c'était douteux si vraiment l'argent s'est rendu. Ouais. Parce que Trump l'a dit lui-même à haute voix, il a dit, il y a des sommes qui ont été données que je me demande si c'était vraiment pas juste des sommes qui ont été envoyées puis renvoyées à la personne qui a envoyé, comme tu me renvoies 30 %. Mais cette victoire, la corruption sérieuse. Cette victoire-là, elle est aussi significative que le renversement de Roe v. Wade, là. C'est énorme. C'est énorme. Tu dirais plus? Ça fait partie du nettoyage de l'État profond dont on parlait, dont on rêvait. 40 milliards par année, c'est un gros budget pour faire beaucoup de gâchis partout au monde, en Europe de l'Est, en Amérique latine, en Afrique. C'est du travail de sape constant, de la propagande constante. On ne sait pas l'effet puissant, surtout culturel, qu'ont ces interventions. Parce qu'on n'y pense pas, mais le soft power, ça s'appelle la puissance molle, on peut dire, est très puissant parce qu'on ne la reconnaît pas. Quand une personne ou un pays comme la Russie attaque l'Ukraine, ça, c'est une attaque frontale. Mais quand on attaque un pays sournoisement, en la corrompant de l'intérieur avec de la propagande très, très subtile, c'est encore plus puissant parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Ouais. Tranquillement, on les amène, c'est comme la grenouille dans l'eau bouillante, mais tranquillement, on réchauffe l'eau, réchauffe tranquillement, à force de millions, à des ONG, des petites ONG, mais on en a 30, 40, 50 dans un pays ou plus. Ouais. Ça finit par créer cette révolution tant souhaitée, révolution LGBT, avortement et tout le reste. Ouais. Et donc, c'est sournois, c'est subtil. Alors, quand on arrête ces fonds-là, USAID, c'est fini. Maintenant, ça a été, je dirais, retiré. USAID avait un genre de statut particulier, indépendant. Et là, on le ramène sous la secrétairie d'État. Donc, Marco Rubio va surveiller le tout. Ils ne peuvent plus
faire d'opérations de changement de régime et autres, un peu à la CIA, là. Ouais. Ils ne peuvent plus le faire sans supervision directe du gouvernement. Je comprends. Au Canada, le gouvernement finance généreusement. Oui. On le sait que ça revole des fois à coût de 500 millions dans des pays étrangers pour faire la promotion de ce qu'eux appellent la santé reproductive. Ça n'a rien à voir avec une santé reproductive. C'est le contraire. C'est comme Orwell, c'est l'inverse. Donc, au Canada, le gouvernement finance généreusement l'avortement et la promotion des politiques progressistes à l'international. Crois-tu que le démantèlement de l'USAID et du NED pourrait forcer Ottawa à réviser ses propres politiques d'aide à l'étrangère? Malheureusement, aussi longtemps qu'on aura un Justin Trudeau au pouvoir, ça sera le contraire. Est-ce que tu penses qu'un Pierre Poilievre changerait les choses? Oui, mais je veux quand même montrer, ça pourrait. Alors, je veux d'abord parler de ce que Justin Trudeau a fait lorsque Trump a remis en vigueur la Mexico City Policy, donc la politique disant aucune aide extérieure si c'est rattaché à l'avortement. Donc, ça a fait en sorte qu'aucune subvention n'est allée à des pro-avortements dans le monde entier. Oui. Alors, Trudeau, quand il a vu ça, il a dit que le Canada va compenser pour cette lacune. Donc, il a décidé, Justin Trudeau, de créer un fonds pour compenser le retrait des États-Unis. Donc, désormais, il envoie 750 millions par année pour financer l'accès à l'avortement. Donc, cette propagande pro-avortement en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l'Est. Et ça pourrait arriver de la même manière si c'était encore lui au poste. Ouais. Il va dire, OK, le USAID est parti, il faut qu'on se retrousse les manches pour compenser cette lacune. Donc, il va se mettre ensemble avec le Royaume-Uni, avec la Suède, avec les autres pays très ultra-libéraux pour tenter de créer un fonds. Puis compenser la perte. Mais ils ne pourront jamais à la hauteur des Américains. Être à la hauteur des Américains, mais ils vont quand même tenter. Ouais, mais là, tu as dit quelque chose qui m'intéresse, parce que tu penses réellement qu'un Pierre Poilievre au pouvoir arrêterait le financement? C'est possible parce que Harper l'a fait. Harper l'a fait avec l'encouragement de pro-vie au sein de son parti. Les pro-vie sont allés le voir puis lui ont dit, regarde. Oui, il y a un monde de différence entre Harper et Poilievre. Harper n'a pas mis à porte les social-conservateurs, comme après son règne, on a mis à porte tous les sociaux-conservateurs. Si Poilievre n'est pas capable de se mouiller présentement pour défendre la vie, puis qui dit que le sujet de l'avortement, ça ne sera pas un sujet qui va être débattu en chambre, comment peut-il justifier le rapatriement de ces argents-là à l'extérieur, chez nous, alors qu'il n'est même pas capable de se mouiller en faveur de la vie présentement? Oui, parce qu'il peut quand même en parler en termes économiques et ça lui donnera un prétexte sécuritaire, disons. Et en plus, la politique extérieure intéresse beaucoup moins les électeurs, donc à tort ou à raison. Donc, il pourra s'en sortir s'il dit simplement... On n'a pas d'argent à jeter par la fenêtre à coût de 750 millions par année. Nous allons juste simplement abolir ce programme-là pour se concentrer sur la crise du logement. Puis, ça serait pas mal fini là. Il n'y aurait pas énormément de répercussions, sauf pour quelques lobbyistes comme International Planned Parenthood, Mary Stopes et le reste. Mais je pense qu'avec les électeurs canadiens moyens, il s'en sortira très bien. Donc, j'ai espoir qu'à travers des députés comme Leslyn Lewis ou Jamil Djivani, des chrétiens sincères et pro-vie, qu'ils pourraient dire à Poilievre, écoutez, c'est une politique facile à mettre en vigueur, c'est de la politique extérieure qui n'intéresse quasiment aucun électeur canadien. Donc, vous pouvez aussi épargner 750 millions par année. On est gagnant-gagnant. Il n'y a pas vraiment de problème de négatif là-dedans pour lui, électoralement parlant.
Puis le positif, c'est qu'il y a presque 1 milliard par année de plus dans ses coffres. Je pense pas que le Silno-Ouest est prouvé. On l'a reçu à l'émission ici, puis elle n'est pas capable de se Oui, prononcer mais c'est ça. en faveur On est au Canada. ou en défaveur de l'avortement. On est au Canada, c'est une place très peureuse, frileuse. Il fait froid aujourd'hui, puis on est frileux, je dirais, spirituellement et moralement. Ouais. On a peur de se mouiller. On n'est pas comme les Américains, très confrontants et vigoureux. On est un peu mou. C'est notre culture. On a nos fautes. On a des bonnes choses, des bonnes caractéristiques, puis des moins bonnes. Alors, on a peur de perdre des votes. On est très centriste. Mais je pense que pour la politique extérieure, on pourrait le faire parce qu'il n'y a pas vraiment de prix à payer électoralement. On pourrait le faire. Je ne dis pas que ça va réussir, mais Harper, qui n'est pas si différent que Poilievre ou vice-versa, sont pas mal rapprochés en termes de mentalité, a quand même eu cette initiative, le Muskoka Initiative, pour la santé maternelle. Donc, au lieu de financer l'avortement, ils ont financé à l'extérieur, donc dans les pays défavorisés, la santé maternelle, la salubrité des hôpitaux, l'eau potable, des choses vraiment terre à terre que personne ne dirait serait mauvais. Donc, sans financer l'avortement. Donc, c'est parfait. Au lieu de... Mais maintenant, non seulement Trudeau envoie ses 750 millions par année pour la promotion, c'est qu'il rattache toute aide financière à la promotion de l'avortement. Ouais. C'est que tout est lié à ce que si les gens refusent de promouvoir l'avortement dans leur pays, ils ne recevront pas d'aide financière du tout. Pas juste pour la santé reproductive, mais tous les autres besoins qu'ils auraient, c'est refusé s'ils ne mettent pas en pratique certaines politiques comme diversité, égalité, inclusion, ajouter la case X pour le passeport, des choses comme ça. Ouais. Ils vont leur dire, regarde, vous ne recevrez pas votre blé si vous n'avez pas le X sur votre passeport. Ouais. Des choses comme ça. C'est en toutes lettres écrit dans leur politique extérieure. Ouais. Je pense pas que le centrisme, ça existe encore aujourd'hui. C'est soit que tu es à gauche ou soit que tu es à droite. Tu peux pas être dans le centre. Le centre bouge toujours vers la gauche, à moins qu'on soit vigilant. C'est ça. C'est que dans ce monde qui est appelé à se dissoudre, hein, c'est un monde qui est... Non, je comprends ce que je veux dire, mais si pour moi, quelqu'un me dit qu'on adopte des politiques qui sont à droite, mais on est pour l'avortement, excuse-moi, tu es à gauche. Oui, mais c'est c'est pas ça. À droite. C'est que après la chute originelle, après le péché originel, on a tendance à aller vers le bas, à moins qu'on soit vigilant, puis qu'on vise haut. C'est pour ça. C'est comme une flèche qu'on tire. Si on ne vise pas plus haut que la cible, on va la manquer. Si notre point de référence, puis je vais citer Richard, si notre point de référence, c'est les 10 commandements, on est à droite. Ouais. Si notre point de référence, c'est la Charte canadienne des droits et libertés, on est à gauche. Ou en bas. Ou en bas, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Georges, pour l'intervention. Ça a été vraiment apprécié de t'avoir avec nous ce soir. Puis, pareillement. Que Dieu te protège sur le chemin du retour. Merci. Merci à toi. Oui. Les politiques de Donald Trump en faveur de la vie ont quand même une répercussion titanesque à travers le monde. Et quand on voit que le USAID puis le NED sont définancés par les Américains, ça a des répercussions qui, Dieu merci, favorisent la vie et des répercussions qui se doivent d'être célébrées. On n'est pas en train de dire que Donald Trump, c'est le sauveur, puis qu'on lui donne le bon Dieu sans confession, puis qu'on voit plus clair, puis... C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'on doit célébrer. Moi, ça me fait rire parce que je lis dans les médias sociaux toutes sortes de commentaires. Méfiez-vous de Donald Trump, tatati, c'est pas le sauveur. Vous avez raison. On sait que Donald Trump, c'est pas un sauveur. On sait que Donald Trump, probablement, que c'est même pas un chrétien. Mais ce qu'on peut célébrer, cependant, ça fait des années qu'on prie pour avoir un président, pas nous, mais les Américains, mais ça fait des années qu'on prie pour voir des hommes de posture se lever, des hommes de posture qui vont épouser des valeurs chrétiennes. Et lorsqu'il y en a un qui est au pouvoir, on est en train de le critiquer, on est en train de le démoniser, etc., etc. On peut-tu seulement se réjouir et célébrer les victoires qu'il va chercher et qui sont en corrélation et étroitement alignées avec des valeurs chrétiennes? On peut-tu célébrer ça
avant de le crucifier. Puis je suis pas en train de dire de ne pas être méfiant, puis de ne pas avoir une saine prudence. L'émission de la semaine dernière, on appelait à une saine prudence. Toutefois, il y a des bons coups qui se donnent. Il y a des célébrations à avoir, juste le fait de reconnaître. Et je sais que c'est normal de reconnaître qu'un homme et une fille, mais dans notre société, un homme et une femme, puis il y a seulement deux sexes dès la conception. Mais on peut-tu quand même célébrer, avec toute la déchéance du wokisme, un retour à la réalité que tout le monde sait depuis des années? On peut-tu prendre le temps de célébrer? Et c'est ce qu'on veut faire ce soir avec l'entrevue qu'on a faite avec Georges. On veut célébrer le fait qu'on remet des valeurs familiales aux États-Unis. On est en train de remettre l'emphase sur l'importance d'un mariage entre un homme et une femme, entre l'importance qu'il y a seulement deux sexes, entre l'importance d'arrêter d'enseigner dans nos écoles la dysphorie du genre, puis de permettre à nos enfants qui sont mineurs de passer par la mutilation puis des opérations sans le consentement des parents. On peut-tu célébrer le fait qu'il n'y aura plus d'hommes qui sont en train de devenir femmes, qui vont jouer dans des sports féminins, puis donner des volées à la boxe à des femmes, comme on a vu aux dernières Olympiques? On peut-tu célébrer juste ça? Juste ça.